La première chose que je dirais sur cet article 4, c'est que, à l'instar d'autres articles d'ailleurs, il rentre dans la catégorie des articles constitutionnels qui établissent des droits et non pas qui énoncent des interdictions. Alors, ça ouvre un débat périphérique qu'on ne va pas forcément tenir à partir de cet article 4. Mais d'abord, il y a une confusion dans l'esprit commun. Je pourrais m'en expliquer dans le cadre d'une communication plus élargie, entre la loi et le droit au sens de avoir des droits. Avoir des droits, il s'agit de savoir qui, disons, met en musique les droits qui sont énoncés, par exemple, par un article constitutionnel. Ce n'est pas le législatif, c'est l'exécutif. Je ne creuserai pas plus cette fenêtre, je me contenterai de l'ouvrir. Alors, Luc nous dit nous pointe trois défauts, trois lacunes de cet article. Il dit qu'il n'est pas normatif, donc il est appliqué selon le bon vouloir de l'exécutif. Il nous dit que fait le Conseil constitutionnel, et puis il nous dit qu'en fait, il n'est pas appliqué. Bon. Alors, je commencerai par le numéro 3. Dire qu'un article, une recommandation, qu'un principe, qu'un droit énoncé dans la Constitution n'est pas appliqué, bon, c'est pas mettre en cause la Constitution. C'est mettre en cause la machine qui est chargée de faire appliquer la Constitution. On peut avoir de très bons articles qui ne sont pas appliqués, c'est pas la faute de la Constitution. Alors c'est peut-être la faute d'autres parties dans la Constitution qui permettent que l'entité chargée de faire appliquer la Constitution ne le fasse pas. À ce moment-là, il faut mettre en cause ces éléments qui sont inscrits dans la Constitution qui permettent que cet article 4, parmi tant d'autres, on l'a vu déjà précédemment, ne sont pas appliqués. Ensuite, tu nous dis que fait le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir là-dedans. Le Conseil constitutionnel n'est pas prévu. La mission du Conseil constitutionnel n'est pas d'aller mettre son nez dans ce que fait le pouvoir exécutif. La mission du Conseil constitutionnel, c'est d'aller mettre son nez dans ce que fait le pouvoir législatif. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir législatif énonce une loi, et là, cet article 4, c'est pas le pouvoir législatif qui l'a énoncé, c'est inscrit en Constitution. Bon, voilà. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas à juger d'une Constitution qui a été approuvée. Voilà. Bon. Il a jugé le Conseil constitutionnel. Alors c'est peut-être une lacune, c'est d'ailleurs une lacune, c'est pour ça que nous existons et que nous faisons le travail à la place du Conseil constitutionnel en disant notamment tel article de la Constitution n'est pas cohérent ou n'est pas clair ou n'est pas assez précis, donc il ouvre la porte à l'arbitraire. Voilà pour ce qui concerne l'action, le rôle que pourrait avoir le Conseil constitutionnel pour faire appliquer. Parce que je crois que c'est bien de cela que tu voulais parler. Ensuite, lorsque tu dis qu'il n'est pas normatif, donc appliqué selon le bon vouloir de l'exécutif. Il est appliqué selon le bon vouloir de l'exécutif parce que probablement il n'est pas assez clair. Lorsqu'il dit que a droit à une protection tout ressortissant de n'importe quel pays qui est persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, le problème c'est le mot liberté. Et qu'est-ce que c'est que l'action en faveur de la liberté? Alors étant donné que la liberté n'est pas définie en France, ni dans la Constitution, ni ensuite dans les codes juridiques, on l'a déjà vu, et d'ailleurs très très peu prononcé. Le mot liberté, il est prononcé peut-être une fois ou deux dans la Constitution, pas plus. Bon. Après, on entend parler de liberté publique 2-3 fois. Voilà. Et sinon, liberté tout court, ça doit être prononcé une fois lorsqu'on dit la maxime de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, et on ne dit pas ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite, si on dit par exemple que M. Assange, M. Snowden, non, on ne lui ouvre pas des droits, tels que... Ensuite, alors ces droits, ils sont ouverts par un organisme qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, on en reparlera. Il ne faut pas s'étonner si messieurs Assange et Snowden ne bénéficient pas des dispositifs prévus dans l'OFPRA,
Tout simplement parce que l'exécutif va nous expliquer qu'ils sont pas persécutés parce qu'ils ont défendu la liberté. Ils sont persécutés pour d'autres raisons. Parce qu'ils ont enfreint des secrets d'État, choses comme ça. Donc voilà. Donc, le problème, il est de la définition du mot liberté. Donc du coup, cet article 4, pour moi, il est extrêmement imprécis parce qu'on ne dit pas ce qu'il y a dans ces atteintes à la liberté. Enfin, au contraire, ces actions de défense pour la liberté qui pourraient être à la base de persécutions que ces deux personnes notamment auraient subi. Donc voilà. Alors, un mot sur l'OFPRA, parce qu'il y a très souvent une confusion, enfin il y a très souvent, je dis, il y a une confusion globalement répandue entre ce qui est défini dans l'article 4, c'est-à-dire la protection de quelqu'un qui est persécuté dans son pays parce qu'il a défendu la liberté, et puis le statut de réfugié. Alors c'est une confusion qui aujourd'hui est, je dirais, généralisée, tout simplement parce qu'on entend parler de réfugiés sans arrêt, des réfugiés qui ne rentrent absolument pas dans le cadre de l'article 4. L'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, il s'occupe de 4 types de réfugiés. Les réfugiés qui sont issus du décret de la Convention de Genève, hein, que c'est très très large. C'est des gens qui sont disons, persécutés dans leur pays, pas forcément pour la liberté, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Première catégorie. Deuxième catégorie, alors l'asile constitutionnel. Alors l'asile constitutionnel, c'est ce qui a un rapport en article 4. Ensuite, il y a la protection subsidiaire, troisième catégorie. C'est chaque fois qu'on va estimer que telle personne court un risque dans son pays, quelle que soit la raison pour laquelle il court un risque. Voilà. Et puis, le quatrième point, ce sont les apatrides. Apatrides, c'est-à-dire des personnes qui ne sont reconnues comme étant ressortissants d'aucun pays et que la France va accueillir. Alors, tout ça s'est regroupé par erreur sous l'article 4. Ce qu'il faut voir quand même, c'est la genèse de cet article 4 qui, à mon sens, est dans la continuité, dans la perpétuation de cette idée révolutionnaire de la France qui est l'inventeur de la liberté. La France a montré au monde ce que c'est que la liberté politique, la liberté citoyenne, et donc ça doit forcément se traduire dans le corpus au minimum constitutionnel pour montrer au monde entier, et c'est bien ce que fait l'article 4, ce qu'il veut faire, que celui qui est un vrai défenseur de la liberté, il a sa place en France. Voilà ce que ça veut dire l'article 4. Bon. Et lorsque cet article 4 est, je dirais, élargi à tout le boulot qui est pris en charge par l'OFPRA, bon, on est dans une confusion des genres absolument regrettable, parce qu'on ne fait plus la différence entre la protection de quelqu'un qui est persécuté dans son pays parce qu'il défend la liberté, et que donc il rejoint l'idéal révolutionnaire français de 1789, et puis n'importe qui se retrouve dans son pays en difficulté pour telle ou telle raison, et que la France, avec à mon avis, une grandeur d'âme qui est au-delà des moyens qu'elle a, prétend vouloir assumer. Comment réécrire de façon plus efficace, enfin, comment réécrire de façon à ce qu'on ne puisse pas critiquer cet article 4, ben, tout simplement en définissant le mot liberté. Et là, après, tu nous demandes donc dans la foulée, est-ce que la définition du dictionnaire, la définition de la liberté que donne le dictionnaire, est-ce qu'elle est utilisable? Je ne sais pas. D'abord, de quel dictionnaire? Est-ce que c'est le Larousse? Est-ce que c'est le Robert? Est-ce que c'est l'encyclopédie universaliste? Est-ce que c'est... voilà. Alors, nous avons parlé de la nécessité, effectivement, de travailler sur un glossaire
pour donner notre version constitutionnelle, notre métier, disons, de constitutionnaliste amateur, pouvant déboucher sur un glossaire des principaux termes sensibles et polysémiques employés dans le langage politique et législatif, et également exécutif. Donc ça rejoint cette préoccupation. Mais en tout état de cause, cette définition doit être inclue dans la Constitution. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on vous parle de liberté, puis allez voir le Larousse. Non, non. Si quelque chose d'aussi important qu'une protection que prétend donner une nation à tous les ressortissants des autres nations du monde n'est pas basé sur un critère qui va pouvoir dire si oui ou non on donne cette protection, sur un critère lisible, hein, ça n'a plus aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle je mets une pénalité extrêmement forte pour imprécision sur cet article 4. Et donc, il faut définir très clairement quelle est la liberté et dans le cas précis, quelles sont les atteintes à la défense de la liberté, parce que le contexte ici est un petit peu plus compliqué que liberté, c'est plus que liberté, c'est quelqu'un qui est persécuté parce qu'il a défendu la liberté. C'est assez compliqué comme idée, c'est à plusieurs étages. Hein? Il faut d'abord prouver qu'il a défendu la liberté, c'est-à-dire il a fait un certain nombre de choses. Est-ce que c'est des choses qui défendent la liberté? Et donc, on a besoin d'avoir une définition précise de la liberté. Et puis, il a été persécuté, il va falloir juger aussi des persécutions. Si simplement on lui a dit « Oh, c'est pas bien ce que tu as écrit », c'est pas une persécution. Voilà. Donc, c'est un truc à tiroir. Hein. Il est d'ailleurs bizarre. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas une virgule après l'article 4, puis une loi organique dira les modalités de ce que c'est que la liberté, de ce que c'est que la persécution. Bon. Donc là, on se retrouverait, je dirais, dans le schéma classique. Bien, donc là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, je dirais, c'est d'autant plus condamnable. Donc la réponse, c'est oui, il faut mettre dans l'article 4 la définition de cette persécution et des motifs de cette persécution. Voilà ma réponse. Alors, je reviens une seconde sur l'histoire du Conseil constitutionnel, du contrôle. Bon, encore une fois, nous ne sommes pas dans un cadre législatif. Hein. Nous sommes dans un cadre d'ouverture de droit. Et l'ouverture de droit, c'est le pouvoir exécutif qui décide souverainement s'il donne des droits ou s'il ne les donne pas. D'autant plus que la fenêtre qu'on lui autorise est une fenêtre extrêmement large, donc il fait ce qu'il veut. Donc le contrôle ne peut pas se situer, du point de vue de la lecture qu'on a aujourd'hui de la Constitution, ne peut pas se situer au niveau du Conseil constitutionnel, il se situe au niveau du contrôle de l'exécutif. Qui contrôle l'exécutif? Personne. Hein, si ce n'est que mettre en place un contrôle citoyen avec des assemblées citoyennes locales ou tout autre dispositif qui n'existe pas. Alors on se rend compte notamment quand on trouve scandaleux que messieurs Assange et Snowden n'aient pas été accueillis en France, on se pose des questions, comment se fait-il hein, qu'on ne les ait pas accueillis? Cherchons pas du côté du Conseil constitutionnel, il n'y a pas une loi qui a dit on ne les accueille pas, non, c'est un bureaucrate, c'est un fonctionnaire, c'est un salarié de nos impôts qui a décidé qu'on n'accueillerait pas M. Assange et M. Snowden. Donc, y a-t-il un contrôle des décisions d'exécutif? La réponse est non. Bon, alors, vous voyez, le champ que ça ouvre. Merci Christian. Luc, et si tu peux en faire une conclusion, s'il te plaît. Oui, sur ce que vient de dire Christian, en l'occurrence, pour Assange, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, donc dans le cadre du pouvoir législatif. Et un vote qui a rejeté l'asile. Donc, c'est-à-dire que le texte n'a pas été adopté, il a été rejeté. Et qui allait proposer l'asile à Julian Assange. Il y a quand même eu... Alors, comme le texte n'a pas été adopté, donc il n'était pas éligible à avoir... C'est ce que j'ai cité, hein, c'est du 4 février 2022, hein, ce vote.
Donc c'est vraiment du pouvoir législatif, que ça, sous pression évidemment de l'exécutif, mais c'est l'Assemblée nationale qui s'est prononcée. Donc voilà. Voilà. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Christian, tu veux rajouter un point? Oui, je reviens sur cette affaire d'échange. Non, je voudrais rectifier, dire que je ne suis pas d'accord lorsque tu dis qu'il y a une loi qui a été votée. Ben non, elle n'a pas été votée, justement. Une loi. Bon, il y avait une proposition visant à une résolution invitant le gouvernement à faire quelque chose. Bon, l'Assemblée, là, est dans un rôle qui n'est pas dans un rôle de fabrication de la loi. L'Assemblée fait des tas de choses, elle fait le vote des motions de censure. Bon. Donc, il ne s'agit pas d'un travail illicite. Une loi, c'est ma définition, c'est une loi, elle a un caractère coercitif, elle s'adresse aux citoyens et de façon universelle. Rien à voir avec une proposition qui va être votée par l'Assemblée, invitant le pouvoir exécutif à faire ceci ou à faire cela. Ça n'est pas une loi. C'est comme les lois cadres, les lois. Bon. Là aussi, on entre dans la grande confusion, qui est que tout ce que fait l'Assemblée nationale, ce sont des lois. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Donnons la définition d'une loi. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas du tout du pouvoir législatif au sens de fabrication d'une loi et au sens de la définition de ce que c'est qu'une loi. Il s'agit d'un acte du pouvoir législatif qui n'est pas contrôlé. Alors tu proposes un contrôle, ben c'est formidable, mais aujourd'hui ce contrôle n'existe pas. Et puis tout ce que peut faire, les gesticulations que peut faire l'Assemblée nationale pour faire une motion invitant le gouvernement, même si cette motion avait été votée, le pouvoir, elle n'était pas coercitive. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif n'était pas obligé. Ou alors, bon, il aurait fallu faire une motion de censure, de censurer le gouvernement, mais là, on rentre dans le cadre. Justement, alors il y a effectivement un espèce de petit contrôle de l'exécutif par l'Assemblée nationale. Ça, on n'en a jamais parlé. Il faudrait bien l'étudier parce qu'en fait, il est bidon. Et bon, c'est dit très rapidement et c'est pas argumenté parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Mais voilà, donc c'était un essai, une intention de l'Assemblée d'influer sur le pouvoir législatif pour qu'il accepte finalement d'accueillir Assange ou Snowden. Je ne sais pas lequel des deux. Et encore une fois, même si cette motion avait été votée, il n'est pas dit du tout que ça obligeait l'exécutif à entériner ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un projet de résolution, c'est pas un projet de loi, effectivement. Ouais. Et même ce projet de résolution a été retoqué, malgré tout. Invitant à. Oui, oui. Donc on est dans un rôle qui n'est même pas. Si l'Assemblée avait un véritable droit de contrôle de veto, elle pourrait dire tiens, alors, on va se réunir, puis là c'est veto. Le pouvoir exécutif a décidé de faire ça, de construire un pont ou d'accueillir Snowden, ça peut être l'inverse. Il a décidé d'accueillir Snowden, c'est Assange, en l'occurrence c'est vraiment Julian Assange qui en baffe quand même depuis des années, le pauvre. On casse le truc. Non. Ils peuvent même pas casser, ils peuvent faire démissionner le gouvernement, et le gouvernement, voilà. Il peut ensuite y arriver un nouveau gouvernement qui va proposer autre chose. Bon, voilà. Mais c'est pour bien distinguer ce que c'est qu'une loi et ce que c'est qu'un acte du pouvoir exécutif.